tous, bienvenue sur Monaco Info. Comme tous les vendredis, nous vous proposerons en fin de journal un invité. Cette fois-ci, nous serons aux côtés du commissaire général du Rallye Monte-Carlo. Mais en attendant, voici les titres de votre journal. En ouverture de cette édition, nous assisterons à la présentation du Pacte national pour la transition énergétique. Nous reviendrons sur la cérémonie des vœux à la presse du maire qui avait lieu ce vendredi. Nous irons faire un tour du côté du cycle des conférences, des rencontres philosophiques dédiées cette fois-ci à l'esthétique de la violence. Nous découvrirons le premier spectacle du 42e Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et pour terminer, nous parlerons football avec la conférence de presse d'avant-match dédiée à la rencontre Monaco-Metz. Présentation à présent du Pacte national pour la transition énergétique, un pacte qui découle directement de l'accord de Paris et du livre blanc qui avait été présenté au mois de mars dernier, le but étant de fédérer un maximum d'acteurs autour de la transition énergétique. Sandrine Nègre vous en dit plus. Je m'engage et je participe. Quelques lettres, mais qui signifient beaucoup pour l'avenir de la planète et de l'humanité. À travers leurs signatures, sociétés et particuliers peuvent désormais faire part de leur intérêt pour l'éco-responsabilité. Ce pacte national pour la transition énergétique est une conséquence directe de l'accord de Paris et du livre blanc dévoilé au printemps 2017. On s'était engagé à faire le pacte pour la transition énergétique, ça y est, ça sort aujourd'hui. Le souverain était le premier à s'engager et à signer ce pacte et c'est effectivement une étape très importante pour cette démarche et cette route en faveur de la transition énergétique. Et cette démarche qui s'appuie sur le volontariat va favoriser les personnes qui veulent nous aider dans cette transition énergétique. Les adhérents seront suivis, accompagnés. On fera aussi un bilan annuel de leurs actions pour voir si elles ont été mises en œuvre, quelles ont été les difficultés, pour éventuellement trouver des moyens d'améliorer. Ce pacte est donc constitué d'une charte d'engagement qui reprend les grands domaines, mobilité, déchets et énergie. Sur le sol monégasque, plusieurs acteurs, entreprises, résidents, bâtiments publics, mais aussi syndics, ont d'ailleurs suivi l'exemple du souverain et de son gouvernement en multipliant les démarches environnementales et ont décidé de s'engager à leur tour. SBM tient à être vraiment aux côtés de la principauté dans ces démarches-là. Et voilà, le Neptune est une réalisation incontestablement qui en ayant atteint ce degré de certification très bien de l'organisme de certification BREEAM, va vraiment dans ce sens-là. Pour moi, c'est une façon plus officielle en fait, d'officialiser justement un pacte que je m'étais fait à moi-même il y a ça plus d'1 an. Où en fait j'aimerais un jour ne plus produire de déchets et j'ai fait le vœu en fait de changer de méthode de consommation tout simplement. Favoriser des produits locaux, c'est-à-dire acheter des citrons de Menton et pas des citrons qui ont fait l'Atlantique. Après ça va être l'emballage, donc favoriser aussi du verre, parce que le verre après on peut réutiliser le bocal par exemple. Il y a quelques idées judicieuses que vous nous avez déjà transmises. Par exemple pour se démaquiller, qu'est-ce que vous utilisez? L'huile de coco. C'est très très efficace et je prends assez souvent le vélo électrique sur Monaco qui est très pratique, rapide. Il y a beaucoup de stations qui sont mises en place. Alors si vous aussi vous souhaitez contribuer et permettre à la principauté d'atteindre moins 50% d'émissions de gaz à effet de serre en 2030 et une neutralité carbone en 2050, 2 adresses transition-énergétique.gouv.mc et pnte@gouv.mc. Une calculette pour mesurer votre empreinte carbone est à votre disposition grâce à 10 questions très simples. La traditionnelle cérémonie de vœux à la presse du maire a eu lieu ce vendredi. L'occasion de revenir sur le bilan de l'année écoulée et d'aborder les perspectives à venir. Christina Thomel était sur place. C'est dans la salle des mariages que le maire, entouré de ses adjoints, a reçu les membres de la presse pour leur souhaiter tout d'abord ses bons vœux et pour dresser le bilan de l'année écoulée, mais surtout pour évoquer l'année 2018. Et si 2017 a été une année riche et plutôt positive, l'année à venir le sera tout autant, avec de nombreux projets en perspective.
Nous sommes en charge des élections nationales, de l'organisation des élections nationales. Nous allons avoir bientôt au mois de mai l'ouverture de la salle de gymnastique au niveau du stade nautique Régnier 3. Donc c'est un grand projet qui a mobilisé toutes les équipes municipales également depuis quelques mois. Et puis, plus pour la population, la totalité de la population monégasque, c'est donc les actes en ligne liés à l'administration qui est mise en place. On a fait les tests, ça marche bien, et dans les prochaines semaines, tous les résidents, la population monégasque pourra avoir ces actes en ligne. Autre grand projet, la commémoration de la naissance du sculpteur monégasque François-Joseph Bozio, le premier salon du livre, le concert duo Brigitte ou encore le jardin exotique en fête, autant de manifestations qui réjouiront petits et grands. Comme vous le savez, nous avons ouvert récemment la 3e micro-crèche et nous allons faire des bébés-concerts en partenariat avec notre académie, l'Académie de musique, pour les tout-petits. Pour rester dans le domaine de la culture, la mairie et l'Opéra de Monte-Carlo présenteront pour la seconde fois la FIPAC, la formation internationale professionnelle artistes des chœurs. Une année 2018 donc riche en événements, mais une année qui fera preuve aussi de renouveau. Un nouveau hall vous accueillera très prochainement à la mairie, une entrée qui a été pensée plus majestueuse, mais toujours dans l'esprit patrimonial. Et dans le reste de votre actualité monégasque, en bref et en images cette fois-ci. La future maison diocésaine sera située rue Bellevue, à proximité de la gare et du futur établissement scolaire FANB. La première pierre a été posée en mai dernier. Le gros œuvre est achevé, la livraison est prévue pour la fin de l'été. La maison comprendra des salles de réunion, une bibliothèque, une salle polyvalente, une chapelle, tout cela sur 7 étages pour une surface d'environ 1700 m². Cette maison diocésaine s'appellera Agora. Le diocèse monégasque fait un appel aux dons pour le financement de cette maison à travers un crowdfunding. Les personnes intéressées peuvent aller sur le www.monacocrowdfunding.com. Cette maison proposera notamment des conférences qui, en attendant, sont organisées à l'Auditorium Régnier 3. La prochaine sera consacrée au numérique le 1er février à 19h30. Les rencontres philosophiques sont initiées par Charlotte Casiraghi. Plusieurs ateliers sont organisés tout au long de l'année. Le dernier en date a eu lieu ce jeudi au théâtre Princesse Grace avec pour thématique esthétique de la violence. Un reportage de Fabien Bonilla. Les ateliers philosophiques, ce rendez-vous quasi mensuel, a pour thème cette année la violence. Plusieurs ateliers ont déjà eu lieu, comme les origines de la violence au secret, la politique de la violence, ou plus récemment au Théâtre Princesse Grace, ce jeudi, avec le thème l'esthétique de la violence. L'environnement, le monde dans lequel nous vivons, de peur, de violence, de crainte, où nous voyons sans cesse, où on nous empêche de voir sans cesse des images violentes. Et ces images violentes provoquent de la peur, de la crainte, mais aussi parfois provoquent du plaisir. Je crois qu'on est tous confrontés à des images violentes, de plus en plus, avec la multiplication des moyens de communication, la télévision évidemment, le cinéma, mais aussi maintenant Internet, les jeux vidéo. Et je crois que c'est légitime qu'on se pose des questions sur la raison d'être de toutes ces images, leur nocivité, ou bien au contraire, est-ce qu'elles jouent un rôle dans notre vie, quoi, dans notre inconscient, dans notre imaginaire. Pendant cette soirée, des élèves de l'Académie de danse ont réalisé 2 pièces qui ont permis d'illustrer cette conférence. Plusieurs intervenants ont ensuite développé le thème de l'esthétique de la violence. Une question se pose, en quoi la violence peut-elle être esthétique ? Nous esthétisons la violence en la représentant, mais si nous jugeons la représentation intéressante, qu'est-ce que nous disons ? Nous disons qu'elle est belle. Et à ce moment-là, en quoi est-elle violente ? Donc moi, il me semble que l'intérêt de cette question, c'est de se demander si la violence n'est pas un objet limite de l'esthétique. C'est-à-dire s'il est possible de penser une esthétique de la violence. Et personnellement, je n'en suis pas certain. 3 autres ateliers sont à prévoir, à noter dans vos agendas. Comme d'habitude, toujours en milieu de mois, le 15 février au Théâtre des Variétés, la violence des mots. Le 15 mars, direction l'Auditorium Régnier 3 avec la nature et la violence. Et enfin, le 12 avril, retour au Théâtre Princesse Grace pour sortir de la violence.
Nous avions suivi les ultimes répétitions. Le Festival international du cirque de Monte-Carlo a officiellement ouvert ses portes ce jeudi soir. Le premier spectacle de sélection a donné le ton. Cette 42e édition s'annonce très prometteuse. Patricia Navarro était sur place. Des animaux, des acrobaties, du rire, de la magie, le Festival du cirque de Monte-Carlo rend hommage cette année au cirque moderne, créé il y a tout juste 250 ans. Pour célébrer cet anniversaire, les plus grands artistes actuels vont se produire pendant 10 jours. Parmi eux, certains sont de parfaites illustrations du renouveau du cirque moderne et des innovations apportées régulièrement par les artistes. Plusieurs numéros présentés ici sont de pure création, nés de l'imagination d'athlètes comme l'Espagnol Saulo Sarmiento, qui a remporté il y a quelques années la plus importante compétition mondiale de pole dance, ou le Canadien Jonathan Morin, qui s'est illustré au sein du Cirque du Soleil. « 250 ans de cirque, puis j'arrive à tirer mon épingle du jeu, à créer quelque chose que jamais aucun circassien n'a pensé auparavant. C'est quand même rigolo, mais donc je pourrais faire une petite marque dans l'histoire du cirque, comme pour dire que bon, voilà, j'ai apporté quelque chose de nouveau à ce magnifique domaine, cette profession qu'on fait tous avec passion. Je viens de sortir de la scène, j'ai encore un manque d'air, parce que j'utilise beaucoup d'énergie. C'est aussi un numéro dangereux parce qu'il n'y a pas de la sécurité. Je suis quand même à 6,7 mètres de hauteur. Et pour moi, c'est un risque, mais ça fait la peine. C'est pour moi un grand honneur d'être à Monte-Carlo. Le cirque moderne, ce sont aussi des numéros plus traditionnels et particulièrement prisés du public, tels que les spectacles avec les animaux. Cette année, c'est la troupe du Cirque national de Hongrie qui est venue présenter des numéros avec, et c'est une première à Monaco, des girafes, mais aussi des chevaux avec un numéro de voltige époustouflant proposé par le couple Richter, Joseph et Mérilou, issus de 2 grandes familles du cirque. Nous étions les tout premiers du festival à passer, alors nous étions encore plus nerveux. On ne savait pas comment réagirait le public, mais nous avons eu beaucoup de succès. Les gens ont apprécié et nous sommes très heureux. C'est important pour nous que les animaux ne soient pas là uniquement pour travailler, mais qu'ils se sentent heureux aussi. Dans notre cirque en Hongrie, nous travaillons avec ces animaux, mais nous montrons aussi comment nous nous préparons avec eux et comment cela se passe en coulisses aussi. C'est important pour nous que les gens voient que le cirque est un endroit où les animaux sont heureux. La magie opère, les spectateurs sont éblouis, des plus jeunes comme les membres du jury junior aux plus âgés. La fascination opère, le cirque moderne est bien vivant. J'aime qu'il y a des animaux, des clowns, que c'est rigolo et que c'est amusant. C'est un côté artistique un cran au-dessus, je dirais. Parce qu'il faut vraiment avoir un physique d'enfer, il faut couplé à de l'art en fait, hein. C'est vraiment énorme. On se retrouve un peu dans notre enfance et puis ça fait évader et ça fait bien changer les idées. On découvre de nouveaux numéros chaque année et même si moi ça fait plusieurs années que je viens parce que j'ai l'habitude et tout ça et chaque année en fait je m'ennuie pas, c'est jamais la même chose en fait. Puis le fait qu'on voit que la famille princière s'investit autant dans ce festival, bah, ça fait plaisir en fait à voir. Ce que j'aime c'est le bonheur que ça dégage. Football tout de suite avec l'AS Monaco qui reçoit Metz ce dimanche à 17h au Stade Louis II pour le compte de la 22e journée de Ligue 1. Émilie Rousseau assistait à la conférence de presse d'avant-match. On sait que ça va être un match très compliqué, que justement, comme vous l'avez dit, on a une opportunité par rapport au match de Lyon et du déplacement de Marseille qui va être compliqué à Caen, de ressaisir la chance de repasser dauphin du PSG. Donc, on est vraiment focalisé sur ça. Mais c'est la 10e journée, elle est contre 3 points. Maintenant, c'est 15. Jeu meilleur, c'est une équipe avec plus d'envie, plus dynamique et agressivité, avec une transition offensive vite. Rivière très bien devant, notre ancien joueur. Et pour ça, besoin de faire attention. Parce que dernier match, regardez, ils ont gagné très bien contre Saint-Étienne.
pour 3 et les premiers mi-temps, ils ont joué très bien. Chaque week-end et chaque point sera important jusqu'à la fin. Surtout les semaines qui arrivent, on va enchaîner beaucoup de matchs décisifs justement pour cette course à la deuxième place. Il me semble qu'on va enchaîner plusieurs fois Lyon et Marseille. Donc voilà, ça va être des matchs très importants. Un mois de janvier très chargé qui arrive, fin janvier, début février. Et voilà, on devra répondre présent. Ils essayent de faire les points pour se sauver. Et nous avons besoin de respecter l'adversaire. Mais bien sûr que chez nous, avec tous les adversaires, nous avons besoin de respecter, mais jouer nos limites pour faire un bon match et pour gagner les matchs. Vous venez de voir l'essentiel de l'actualité monégasque. Comme je le disais en début de journal, nous avons rejoint notre invité du week-end. J'ai à mes côtés le commissaire général du rallye Monte-Carlo, Christian Tornator. Bonjour. Bonjour Vanessa. Merci de nous recevoir ici à l'ACM, en plein cœur du dispositif. Dans la direction course. Tout à fait, merci beaucoup. Alors, on va commencer évidemment cette interview en revenant sur le programme. Nous sommes à quelques jours du grand départ de cette 86e édition. Oui. Nous avons réussi quand même à avoir 68 engagés, ce qui n'était pas gagné. On était un petit peu inquiets quant à la participation. Ça s'est amélioré sur la fin des inscriptions, mais on était, et d'ailleurs ça se voit puisqu'on était à 72 engagés partants l'année dernière. Cette année on a 68 engagés, on n'a pas encore vu les partants. Mais je pense que comme ils ont tous payé, ils seront tous présents. Alors, dans les grandes lignes, peut-on revenir sur ce programme ? Alors, le programme, facile. Alors, je ne sais pas si on peut parler de ce qu'il y a autour, en périphérie, mais quelque chose d'important, c'est la séance de mise au point qui a lieu le mercredi soir, qui a lieu mercredi 24, autour de Gap, sur laquelle on verra les premières voitures et surtout les pilotes professionnels pendant 2 heures, passer au moins 3 fois sur le site. Donc pour les spectateurs, on s'en était aperçu l'année dernière, il y avait plus de 15 000 spectateurs autour de ces 3 km 300. C'est l'endroit où il faut être avant le début du rallye. Quelque part, c'est la répétition générale. Et je crois que les gens qui connaissent le rallye savent qu'en allant à Gap, ce jour-là, ils vont avoir un beau spectacle. Et ça, j'en suis sûr, ça a été le cas l'année dernière, ça sera encore le cas cette année. Il faut sortir de cette première spéciale, une inédite, si je me trompe oui, pas. Absolument. Toire-Sisteron, toile de fond belle à l'envers. C'est vrai. Un gros morceau. C'est vrai. Et donc on partira de Monaco à 17h30, la première voiture, place du Casino, avec Ogier, bien entendu, puisqu'il a le numéro 1 en tant que champion du monde. Et on se dirigera vers les Alpes de Haute-Provence. Donc on arrivera vers Gap par le sud. Et notamment par cette épreuve spéciale qu'on a concoctée. On ne s'est pas trop cassé la tête parce qu'on s'était dit, et les gens de Sisteron nous avaient dit, mais pourquoi vous ne la feriez pas dans l'autre sens ? Parce qu'en fait, vous la faites toujours en descendant, mais faites-la aussi en montant. Ah, c'est les gens de Sisteron qui ont eu l'idée. Oui, c'est les gens de Sisteron. Alors comme on ne l'avait jamais faite, on est allé la faire l'année dernière, déjà subrepticement avec le rallye Monte-Carlo historique. Et on s'est rendu compte que c'était faisable. Donc une deuxième de nuit ? Une deuxième de nuit. Le lendemain, on a une journée que je dirais chargée parce qu'on a 6 épreuves spéciales, enfin 3 que l'on reproduit 2 fois. Et on a plus de 150 km d'épreuves sur cette même journée. Je pense que là, alors si on a passé les 2 premières, on sera plus tranquille. Mais là, elles sont tellement variées, tellement différentes, que je crois que là aussi, on a concocté un programme sympathique. Alors samedi, on est toujours donc sur Gap. Là, on va vers le nord. On va vers l'Isère. On part dans le Dévoluy d'abord, pour Agnières en Dévoluy, Corps. Encore une spéciale longue, 30 km. On a modifié un petit peu la spéciale puisqu'on ne finit plus sur le Moti, mais on finit dans la ville de Corps, qui est au sud, mais vraiment le sud de l'Isère. C'est une spéciale très sympathique. J'en profite pour vous poser une question. Oui. Est-ce que cette année, le Rallye 2 est toujours d'actualité ? Alors on l'explique, le Rallye 2 qui permet aux concurrents de reprendre la route s'il y a un abandon à une certaine étape. Sûr, alors est-ce qu'on peut l'expliquer ? On peut l'expliquer, oui, bien sûr. À partir du moment où vous abandonnez pour une raison X, peu importe, vous pouvez repartir le lendemain jusqu'au samedi matin. Après, on ne peut plus. C'est-à-dire qu'on peut avoir un problème le jeudi, on peut avoir un problème le vendredi. Après, c'est fini. Si vous avez un problème le samedi, vous ne repartirez pas le dimanche. D'accord. Mais c'est une possibilité qui existe et qui est donnée à tous les concurrents. Saint-Léger-Mélèze à Bâti-Neuve. On a changé le départ, on a changé un peu l'arrivée, mais à 400 mètres près, c'est exactement la même épreuve spéciale, avec ce fameux passage au col de Moissière, où on traverse une piste de ski. On déneige en fait pour que les voitures de course puissent passer. On retourne sur Gap, on refait une deuxième fois ces 2 spéciales et on retourne sur Bayon-Bréziers, une deuxième fois aussi, puisqu'on l'a fait de nuit le premier soir.
Et on retourne à Gap pour rentrer sur Monaco. Le dimanche, donc, on est à Monaco, on a dormi à Monaco, et on repart très matinalement, puisque je crois que le premier départ est à 6h49. On va faire la Bolen-Vesubie-Peracava, un traditionnel passage au col du Turini, peut-être pas dans le meilleur sens, hein. D'après moi, la tradition, c'est mouliner la Bolène. Mais en l'occurrence, techniquement, c'était plus facile. Donc 2 passages. 2 passages de toute façon. Et la cabanette qui fait office de Power Stage. Voilà. Alors la Power Stage, c'est une spéciale qui permet de donner plus de points aux 5 premiers. Donc les 5 premiers qui peuvent être différents des 5 premiers du classement récupèrent des points, puisque le premier a 5 points, le deuxième 4, etc. Et ça donne des points supplémentaires pour le classement du championnat du monde. Alors on dit que le Monte Carlo, finalement, ce mythe, réserve toujours tellement de surprises qu'on ne peut rien prévoir. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une des plus belles manches du championnat WRC aujourd'hui? C'est surtout une des plus belles et une des plus anciennes déjà. Une des plus anciennes. Une des plus belles, oui, mais grâce à sa mixité. Je dirais que c'est tellement varié, comme vous disiez, on a toujours des surprises. En fait, c'est ce qui fait la qualité et la surprise dans la compétition, et le charme forcément. Mais il y a d'autres épreuves du championnat du monde qui ont aussi leur charme, comme par exemple la Finlande, qui est exceptionnelle. Quand il fait beau, c'est magique. Mais c'est d'un tout autre niveau, puisque c'est sur terre. Nous, on est un rallye asphalte qui est compliqué parce qu'on a toutes les surfaces possibles et imaginables. Donc un choix de pneumatiques hyper compliqué. Et je crois que c'est ce qui fait le charme de cette épreuve et sa connaissance de par le monde. Pour terminer, c'est important, peut-on faire un point sur la sécurité, Christian Tornator, parce que évidemment les téléspectateurs qui veulent venir sur le bord des routes, qui veulent suivre cette 86e édition, il y a des gestes, des comportements à adopter et ça c'est important de le souligner. Oui, bien sûr. Alors ce que je dirais, et ce que je dis toujours, c'est que les spectateurs doivent obéir aux recommandations des commissaires de sécurité publique comme des commissaires. Il faut qu'ils écoutent les officiels. Alors ça commence au niveau du positionnement, bien sûr, il faut toujours être en situation de hauteur, au moins 2 mètres de hauteur déjà par rapport à la route. Il faut être éloigné de la route, surtout pas en trajectoire. Ça semble être évident, mais ça ne l'est pas toujours. Et même en dehors des trajectoires. Et même en dehors des trajectoires. Forcément, on ne sait jamais ce que la voiture peut faire. En tout cas, ne jamais être en contrebas. Il peut toujours arriver quelque chose. J'ai eu la chance de pouvoir monter dans une WRC il y a peu de temps et je me suis rendu compte vraiment de la vitesse de passage en virage. C'est assez impressionnant. Donc la moindre sortie de route propulse la voiture, bien entendu, beaucoup plus vite vers l'extérieur. Donc rarement se situer dans les extérieurs, en tout cas surtout pas à proximité immédiate de la route. Donc bien écouter les commissaires de sécurité publique, les commissaires de route, les officiels, les conseils des voitures ouvreuses qui passent bien avant la première voiture de course. Et je pense que tout se déroulera bien. Respecter les zones publiques, puisqu'on a fait des zones publiques, on a fait des points publics. Il ne faut surtout pas se trouver en dehors de ces points-là. C'est important parce que sinon, on risque de ne pas donner le départ des épreuves de vitesse. Ce sont des épreuves de vitesse. En tout cas, le message est passé. C'est important de le souligner. Merci, Christian Tornator. Merci, Vanessa. On vous laisse filer sur Gap. J'imagine que beaucoup de travail vous attend. Bientôt. Et quant à nous, sachez que vous pourrez retrouver cette 86e édition du Rallye Monte-Carlo en direct sur Monaco Info. Alors, en 2 temps forts, tout d'abord, le départ, place du Casino, dès 17h50, le jeudi 25 janvier, ainsi que la remise des prix, place du Palais Princier, dès 15h. Alors évidemment, soyez au rendez-vous. On se quitte sur la météo. Très bon week-end à tous. Samedi, le temps sera légèrement plus incertain que les jours précédents, sans grande détérioration. Les nuages seront de plus en plus présents au fil de la journée. Les températures en baisse, il fera de 9 à 13 degrés. Dimanche, une dominance de soleil avec quand même quelques nuages par-ci par-là, comptés de 9 à 15 degrés. Lundi, une belle journée, des nuages discrets, des températures stationnaires. Même chose pour les autres jours de la semaine, de belles journées en perspective.